Le silence dans la pièce d'obsidienne était habituellement le son de l'argent du vin cher, respirant le velours raclant contre le marbre et des accords d'1 milliard de dollars étant chuchotés sur du bœuf wagyu. Mais un mardi pluvieux en novembre, le silence à la table 4 n'était pas à propos de l'argent. C'était à propos de la survie. Quand Johnny Thorne, le milliardaire de la technologie actuellement embellissant la couverture de Forbes, a croisé les yeux avec une jeune serveuse nommée Elena et a bougé sa main sur sa poitrine. Il ne demandait pas l'addition. Il signait un mandat de mort. Ce qui s'est passé dans les 2 heures suivantes n'a pas seulement brisé le cycle des nouvelles, cela a brisé les vies de tout le monde dans cette pièce. Et la partie la plus terrifiante, l'arme n'était pas où n'importe qui pensait qu'elle était. Elena Vance a lissé le devant de son gilet noir, prenant une profonde respiration avant de sortir de la cuisine. La salle d'obsidienne située au 45e étage de la Tour Sterling, dans le centre-ville de Chicago, était le genre de restaurant où l'éclairage était suffisamment tamisé pour cacher des affaires et les prix étaient suffisamment élevés pour ruiner le citoyen moyen en 2 plats. Elena travaillait ici depuis 6 mois. Cela payait le loyer et plus important encore, cela payait la thérapie vocale et l'entretien de l'implant cochléaire pour sa sœur de 10 ans, Mia. Mia était le centre de l'univers d'Elena. À cause de Mia, les mains d'Elena étaient tout aussi expressives que sa voix. Elle parlait couramment la langue des signes américaine ASL, une compétence qu'elle utilisait quotidiennement à la maison, mais rarement au travail. La table 4 est à vous ce soir, Vance. Le maître d'hôtel, un homme rigide nommé Arthur, est chuchoté en la dépassant. Vip, ne planez pas. Ne parlez pas à moins qu'on ne vous parle, et pour l'amour de Dieu, continuez à faire venir le vin. Elena a hoché la tête, ramassant un plateau de verres à eau en cristal. Qui est-ce? Johnny Thorne? Se racle la gorge. Arthur a dit, sa voix baissant d'une octave. Et un invité. Il n'a pas donné de nom. Allez-y. L'estomac d'Elena est fait un petit saut. Johnny Thorne était le PDG de Thar Data Systems, un homme dont le visage était placardé sur chaque magazine économique dans le hall. Il était jeune pour un Magna 38, beau d'une manière acérée, et connu pour être impitoyable dans la salle de conférence, mais charmant en public. Elle s'est approchée de la table 4 avec l'invisibilité pratiquée d'un serveur haut de gamme. La banquette était nichée dans le coin arrière, offrant une vue panoramique des lumières de la ville glissante sous la pluie, mais isolée du reste de la salle à manger par une haute cloison de velours. Alors qu'elle posait les verres d'eau, la première chose qu'elle a remarquée était la température. Il faisait 10 degrés plus froid dans la banquette. Johnny Thorne était assis contre la fenêtre. De près, il ne ressemblait en rien à ses couvertures de magazines. Sa peau était la couleur du papier parchemin. Une lueur de sueur enduisait sa lèvre supérieure malgré la climatisation. Ses mains reposant sur la nappe blanche tremblaient si violemment que l'argenterie teintait presque imperceptiblement contre la porcelaine. Assis en face de lui était un homme qui était le complet opposé. Il était plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, portant un costume qui coûtait plus que la voiture d'Elena. Il avait des cheveux argentés, lissés en arrière, et un visage qui semblait sculpté dans le granit. Il était parfaitement immobile. Il n'a pas regardé Elena. Il gardait ses yeux fixés sur Johnny. Pétillante ou plate? Elena a demandé, sa voix douce. Plate? L'homme plus âgé a dit. Sa voix était comme du gravier grinçant. Et apportez-nous une bouteille du lourd 82. Ouvrez-la à table. Bien sûr, monsieur. Elena a jeté un coup d'œil à Johnny. Et pour vous, monsieur Thorne. Johnny a ouvert sa bouche, mais aucun son n'est sorti. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares d'un semi-remorque. Il a cligné rapidement des yeux, sa pomme d'Adam très sautante. Il va bien. L'homme plus âgé a dit, souriant sans montrer ses dents. Johnny est juste en train de célébrer, n'est-ce pas, Johnny? Johnny a hoché la tête. C'était un mouvement mécanique saccadé. Oui, il a croassé, célèbre. Elena a senti un picotement de malaise remonter sa colonne vertébrale.
Elle avait servi des couples qui se disputaient, des magnats ivres et des demandeurs en mariage nerveux, mais c'était différent. L'air entre eux était épais d'une tension toxique. Cela semblait dangereux. Je reviens tout de suite avec le vin, Elena a dit, reculant. Alors qu'elle se tournait, elle a aperçu la main de Johnny. Il l'avait bougé de la table avec sa poitrine, ajustant sa cravate de soie. Mais le mouvement était étrange, rigide. Elle est allée à la cave, son cœur battant un peu plus vite. Ce n'est rien, elle s'est dit. Juste des affaires en jeu élevées. Peut-être une fusion qui a mal tourné. Elle est revenue avec la bouteille de Château Lourd. Elle a suivi le rituel, présentant l'étiquette, coupant la capsule, la débouchant avec un doux bruit sec. Elle a versé une gorgée pour l'homme plus âgé. Il l'a fait tourner, l'a reniflé et a hoché la tête d'un air dédaigneux. Alors qu'elle se déplaçait pour remplir le verre de Johnny, le PDG a bougé dans son siège. Il a fait tomber sa serviette de ses genoux. « Je suis tellement désolé. » Johnny a bégayé, sa voix semblant mouillée et terrifiée. « Permettez-moi, » Elena a dit, se penchant. « Non. » Johnny a claqué, puis a reculé, regardant l'homme plus âgé. « Je veux dire, je l'ai. » Alors que Johnny se penchait pour attraper la serviette, son visage est arrivé au niveau de la taille d'Elena pendant une fraction de seconde, puis il s'est redressé. Mais en le faisant, il a croisé ses yeux avec elle. Le regard dans ses yeux était un cri. C'était une panique brute, non adultérée. Il a posé ses mains sur la table à nouveau. L'homme plus âgé, qu'Elena a décidé d'appeler le renard argenté dans sa tête, était occupé à inspecter les larmes du vin sur le verre. C'est là que ça s'est passé. La main droite de Johnny reposant près de son verre d'eau a bougé. Ce n'était pas un tic. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu ressembler à il brossait des miettes de sa chemise, mais Elena a figé. Son pouce s'est étendu, tapotant contre sa paume ouverte 2 fois. Puis sa main a formé une forme plate, tapotant sa poitrine. Au secours! La respiration d'Elena s'est bloquée dans sa gorge. Elle a continué à verser le vin, forçant sa main à rester stable, bien que son esprit s'emballait. L'imaginait-elle? Était-il juste nerveux? Johnny a vu qu'elle avait remarqué. Il l'a fait encore, plus petit cette fois, protégé par le menu qu'il venait de ramasser. « Aide-moi. » Puis ses deux donc bougé rapidement, épelant des lèvres. C'était de l'ASL Barclay, frénétique, le genre que quelqu'un utilise quand leurs mains tremblent d'adrénaline. A-R-M-E. Il a pointé subtilement avec ses yeux vers les genoux du renard argenté, caché sous la table. Elena est finie de verser le vin. Elle a posé la bouteille, son sang se glaçant. Johnny Thorne, un milliardaire, lui disait qu'il était tenu sous la menace d'une arme au milieu d'un restaurant 3 étoiles Michelin. « Tout est à votre satisfaction? » Elena a demandé, sa voix étonnamment stable. Le renard argenté l'a regardé. Ses yeux étaient bleu pâle et morts. « C'est parfait. Laissez-nous. Nous avons beaucoup à discuter. Ne revenez pas avant que je ne vous fasse signe. » « Certainement, » Elena a dit. Elle s'est retournée et a marché vers la cuisine. Ses jambes semblaient de plomb. Elle devait aller à l'arrière. Elle devait appeler la police. Mais alors qu'elle traversait la salle à manger, elle a senti des yeux percer l'arrière de son crâne. Elle a poussé les portes battantes dans la cuisine. Le bruit l'a frappé des casseroles qui s'entrechoquent, des cris, chef le sifflement de la vapeur. Elena, prendre la table 7, un sous-chef a crié. Elena l'a ignoré. Elle s'est dirigée en ligne droite vers le bureau du gérant après le plongeoir. Elle a attrapé le bras d'Arthur alors qu'il vérifiait l'inventaire. « Arthur !» elle a sifflé. « Nous avons un problème. » Arthur a eu l'air agacé. « Qu'est-ce que c'est? » Thorne a-t-il renvoyé le vin? « Cette bouteille coûte 2000 $. Elena, si tu l'as vérifié, il a une arme. Elena a chuchoté, son visage pâle. Arthur a figé. « Quoi? L'homme avec M. Thorne? Il a une arme. Johnny Thorne vient de me le signer. »
Arthur l'a regardé comme si elle avait poussé une deuxième tête. Signé comme des signes de main, ASL, langue des signes américaine. Il a signé Aide-moi et arme. Il est terrifié. Arthur, il tremble. L'autre gars le retient en otage à table. Arthur a ri nerveusement. Elena, tu regardes trop de films. C'est un dîner d'affaires. Thorne est probablement juste en train de négocier une OPA hostile. Ils ont l'air intenses, c'est tout. Je sais ce que j'ai vu. La voix d'Elena s'est élevée et quelques cuisiniers de ligne ont regardé. Elle a baissé sa voix à nouveau. Il l'a appelé. IRME. Arthur, vous devez appeler le 911. Arthur a hésité. Appeler la police pour un VIP milliardaire basé sur l'interprétation d'une serveuse de gestes de la main était une action qui mettait fin à une carrière si elle avait tort. Mais si elle avait raison. Je vais passer près de la table, Arthur a dit, redressant sa cravate. Si je vois quelque chose de suspect, j'appellerai. Vous restez ici. Non, Hélène a dit. S'il vous voit planer, il pourrait paniquer. Le gars m'a dit de ne pas revenir avant d'être signalé. Il contrôle la situation. Arthur l'a dépassé. Restez ici, Vance. Helena l'a regardé partir, son cœur martelant contre ses côtes. Elle s'est sentie impuissante. Elle savait ce qu'elle avait vu. Elle a pensé à Mia. Si Mia était en difficulté et signait pour de l'aide et que personne ne la croyait. Helena a regardé la porte de sortie de secours à l'arrière de la cuisine. Puis elle a regardé le téléphone de service sur le mur. Elle ne pouvait pas attendre Arthur. Elle a décroché le combiné et a composé le 911. 911, quelle est votre urgence? C'est une situation d'alarme silencieuse. Helena a chuchoté, tournant le dos au personnel de cuisine. Elle s'est blottie dans le coin près du congélateur de plein pied. Je suis à la salle d'Obsidienne, 450 North State Street. J'ai une situation d'otage. La voix de l'opérateur s'est aiguisée instantanément. Êtes-vous en danger immédiat, madame? Pas moi, un client, Johnny Thorne. Il m'a signalé en utilisant la langue des signes que l'homme avec lui a une arme. Johnny Thorne, le PDG. Oui, il est à la table 4. L'homme avec lui est plus âgé, cheveux argentés, costume gris. Thorne a indiqué que l'arme est sous la table. S'il vous plaît, vous devez être silencieux. Si des sirènes retentissent, il pourrait tirer. D'accord, écoutez-moi attentivement. Des agents sont dépêchés. N'approchez pas la table. Restez en ligne si vous le pouvez. À ce moment-là, les portes de la cuisine se sont ouvertes en battant. Arthur est revenu en marchant l'air pâle. Il a vu Helena au téléphone et s'est précipité, le lui arrachant des mains. Elle est confuse, Arthur a crié dans le combiné. Il n'y a pas de... Il a arrêté d'écouter l'opérateur, puis a regardé Helena avec des yeux grands et effrayés. Oui, je vois. D'accord, passe de sirène. Nous allons attendre. Il a raccroché le téléphone lentement. Vous les avez appelés. Vous ne m'avez pas cru, Helena a dit, croisant ses bras pour les empêcher de trembler. Je suis passé. Arthur a chuchoté, essuyant la sueur de son front. J'ai laissé tomber une cuillère près de la banquette pour jeter un coup d'œil. Le gars, le renard argenté, il n'a même pas tressailli. Mais Thorne m'a regardé comme s'il suppliait pour la mort. Et j'ai vu la main du gars plus âgé sous la table. Il tient quelque chose. Cela ressemble à un détonateur, Helena. Pas une arme, une télécommande, une bombe. Se racle la gorge. Les genoux d'Helena ont presque lâché. Ou un interrupteur d'homme mort, Arthur a dit, sa voix tremblante. S'il lâche, quelque chose se passe. Nous devons évacuer le restaurant. Si nous évacuons le restaurant, il saura. Helena a argumenté. Il est intelligent. Il regarde tout. Si la pièce se vide, il paniquera et déclenchera ce qu'il a. La cuisine est devenue mortellement silencieuse. Les chefs avaient arrêté de cuisiner. Ils ont senti le changement d'atmosphère. La police a dit d'attendre pour une équipe tactique, Arthur a dit. Ils envoient un négociateur. Ils veulent que nous gardions les choses normales. Normales. Helena, pouvez-vous faire cela? Helena a pensé au regard terrifié dans les yeux de Johnny. Je dois y retourner. Quoi?
Non. Il a demandé de l'eau. Si je ne reviens pas, il deviendra méfiant. Je dois faire savoir à Johnny que nous l'avons compris. Je dois lui dire que l'aide arrive sans que l'autre gars le sache. Comment? Arthur a demandé. Langue des signes, Elena a dit d'un air sombre. Elle a attrapé un pichet d'eau fraîche, ses mains tremblaient, mais elle les a forcés à se stabiliser en serrant la poignée jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Elle a ajusté son tablier. Si je meurs, Elena a chuchoté à Arthur, dis à Mia que je l'aime. Elena, ne fais pas ça. Elle a poussé les portes battantes avant qu'il ne puisse l'arrêter. La salle à manger était encore silencieuse, remplie du murmure de conversation qui semblait à des kilomètres de la réalité de la table 4. Elena a marché lentement, comptant ses pas. 1, 2, 3. Elle s'est approchée de la table. Le renard argenté, dont elle apprendrait plus tard le nom était Silus Concade, coupait d'un steak saignant qu'un autre coureur avait livré pendant qu'elle était à l'arrière. Le sang de la viande tirait sur la porcelaine blanche. Johnny n'avait pas touché sa nourriture. Il regardait par la fenêtre la pluie. « Plus d'eau !» Elena a demandé. Elle s'est positionnée de sorte que son corps bloquait la vue de Concade sur les mains de Johnny juste légèrement. Concade a levé les yeux, marchant lentement. « Nous n'avons pas demandé d'eau. Le verre de M. Thorne est vide, monsieur. » Elena a dit, gardant sa voix polie et déférente. L'hydratation est importante avec un vin si lourd. Concade l'a étudié. Pendant 1 seconde, Elena a senti qu'il pouvait voir juste à travers sa peau jusqu'à son cœur qui s'emballait. Puis il a haussé les épaules. Bien, versez. Elena est intervenue. Alors qu'elle versait l'eau dans le verre de Johnny, elle a délibérément renversé quelques gouttes sur la nappe près de sa main. « Oh, maladroite que je suis !» elle a dit, tirant un chiffon de son tablier. Alors qu'elle essuyait la tache, sa main était à quelques centimètres de celle de Johnny. Elle n'a pas regardé son visage. Elle a regardé la table, mais elle a bougé sa main gauche, qui pendait à son côté, cachée de Concade, par le bord de la table et son propre corps. Elle a signé PolyceriventAttendez. Elle a risqué un coup d'œil à Johnny. Il l'a vu. Ses yeux se sont élargis imperceptiblement. Il a donné un hochement de tête microscopique. Puis il a bougé sa main sur la table à nouveau. N-O-N. Elena est figée. Non. Pourquoi? Non. Les doigts de Johnny ont volé plus vite cette fois, désespéré. O-E-S-A-R-M-E-B-O-V-R-U-S. Le sang d'Elena s'est transformé en glace. Biovirus, il a continué. M-O-N-I-T-E-U-R-R-I-T. M-E-C-A-R-D-I-A-Q-A. Il a tapoté son propre poignet. S-I-G et B-O-U-G-E-T-R-O-P, V-I-T, et S-I-I-L-M-E-U-R-T, D-E-C-L-E, N-C-H-E-M-I-N-D. Elena a compris avec une clarté horrifiante. Ce n'était pas juste une bombe. C'était une arme biologique et elle était connectée à un moniteur de fréquence cardiaque, soit sur Concade, soit sur Johnny. Si le cœur de Concade s'arrêtait ou si le rythme cardiaque de Johnny montait trop haut à cause de la panique, l'appareil se déclencherait. Ils étaient assis sur une bombe nucléaire biologique. « Y a-t-il un problème, mademoiselle? » Kincaid a demandé. Sa voix était comme une lame de rasoir. Elena est revenue brusquement à la réalité. Elle a réalisé qu'elle avait regardé la nappe trop longtemps. « Non, monsieur. » Elle a dit, forçant un sourire qui ressemblait à un masque. Je voulais juste m'assurer que j'avais tout. Une tâche ruinerait la soirée. La soirée, quand Concade a dit, posant son couteau, ne fait que commencer. Dites à votre gérant que je veux le menu des desserts et dites-lui de fermer la section. Je veux de l'intimité pour le reste de notre repas. Plus d'invités assis près de nous. Je le lui ferai savoir immédiatement, Elena a dit. Elle est partie, ses jambes semblant détachées de son corps.
Elle devait transmettre cette information à la police. Si l'équipe du SWAT prenait d'assaut et tirait sur Kincaid, il tuerait tout le monde dans le bâtiment, peut-être la ville. Elle a atteint la cuisine et s'est effondrée contre le comptoir. Arthur était là avec un gilet tactique qui était entré par l'ascenseur de service arrière. Rapport, l'officier a dit. Il était intense concentré. Vous ne pouvez pas entrer, Elena a haleté. Vous ne pouvez pas lui tirer dessus. Pourquoi a-t-il un bouclier d'otage? C'est pire, Elena a dit, attrapant le gilet de l'officier. Thorne me l'a dit. C'est une bioarme, un virus, et c'est connecté à un battement de cœur. Si le méchant meurt ou si Thorne panique et que son rythme cardiaque s'emballe, cela se déclenche. Le visage de l'officier est devenu pâle. Il a tapoté son oreillette. Commandement, ici Bravo 1. Retenez toute entrée. Répétez, retenez toute entrée. Nous avons un scénario salle confirmé. Bio menace avec un déclencheur d'hommes morts. Nous avons besoin du CDC et d'une unité de confinement maintenant. Il a regardé Elena. Vous êtes sûr que c'est ce qu'il a dit? Je suis courante, Elena a dit. Il a épelé virus et moniteur de fréquence cardiaque. Il est terrifié. D'accord, l'officier a dit, prenant une respiration. Quel est votre nom? Elena. Elena, vous êtes la seule ligne de communication que nous avons. Kincaid ne sait pas que nous sommes ici encore. Si nous l'effrayons, il le libère. Si nous prenons d'assaut, il le libère. Nous devons lui parler, mais nous ne pouvons pas lui faire savoir que la police est impliquée encore. Que voulez-vous que je fasse? Vous devez y retourner, l'officier a dit d'un air sombre. Prenez le menu des desserts, gagnez-nous du temps et essayez de découvrir une chose. Quoi? Où l'appareil? Est-il sur Kincaid ou est-il sur la table? Nous devons savoir si nous pouvons brouiller le signal. Eliana a hoché la tête. Elle a senti qu'elle allait vomir. Mais elle a pensé à Mia. Si un virus était libéré ici, il se propagerait à la ville. Mia était à la maison à seulement quelques kilomètres. Je le ferai, Elena a dit. Elle a attrapé les menus des desserts. Alors qu'elle se tournait pour ressortir, l'officier l'a arrêtée. Encore une chose. S'il atteint le déclencheur, vous courez. N'essayez pas d'être une héroïne. Courez simplement. Elena l'a regardé. S'il atteint le déclencheur, courir ne sauvera aucun de nous. Elle a poussé les portes ouvertes et est retournée dans la fosse aux lions. Elena est retournée sur le sol, les menus des desserts serrés contre sa poitrine comme un bouclier. Le restaurant était étrangement silencieux maintenant. Arthur avait réussi à arrêter de placer de nouvelles tables et les quelques convives restants finissaient leur repas, inconscients du fait qu'ils partageaient la pièce avec une bombe biologique ambulante. Alors qu'elle s'approchait de la table 4, l'atmosphère avait changé de froide à suffocante. Kincaid se penchait en avant, sa voix basse et rythmée comme un prédicateur délivrant un sermon à une congrégation d'un. « Vous voyez, Johnny, » Kincaid disait, faisant tournoyer son verre de vin, « c'est une question d'équilibre. Vous avez bâti votre empire sur les données, sur les zéros et les uns. Vous avez oublié que les gens ne sont pas du code. Vous ne pouvez pas simplement les supprimer. » Johnny n'a pas répondu. Il avait l'air inquiétude. Sa respiration était superficielle, un signe classique de quelqu'un essayant de maintenir son rythme cardiaque bas. Il savait que le moniteur le surveillait. « Menus des desserts, messieurs. » Elena a demandé, les posant doucement sur la table. Kincaid a levé les yeux, agacé par l'interruption. « Je vous ai dit que nous avions besoin d'intimité. Le gérant a insisté sur un dessert gratuit pour nos VIP. » Elena a menti en douceur. Le soufflé au chocolat prend 20 minutes à préparer, donc nous aimons prendre la commande tôt. Kincaid a étudié son visage. Elena s'est forcée à rester ouverte, souriant l'image d'une serveuse serviable, légèrement stupide. « Bien, » Kincaid a grogné. « Café noir et le soufflé, 2 cuillères. Excellent choix. » Elena a reculé, mais elle n'est pas partie. Elle a fait semblant d'écrire sur son bloc-notes. C'était sa chance. Elle devait localiser l'appareil. L'officier avait dit qu'il devait savoir s'il était brouillable. Elle a scanné Kincaid. Il portait un costume sur mesure, pas de protubérance visible. Mais sa main gauche, celle reposant sur la table,
avait une lourde montre intelligente argentée. Elle semblait trop épaisse pour être une montre de luxe standard. Le cadran n'affichait pas l'heure. Elle affichait une ligne verte dentelée. Un pouls. C'est le moniteur, Elena a réalisé. Il était en train de se synchroniser avec son rythme cardiaque. Mais où était la cartouche? Elle a regardé en bas. Se racle la gorge. Les jambes de Kincaid étaient croisées. À côté de son pied droit, niché contre la banquette en velours, se trouvait un petit cylindre métallique de la taille d'une thermos. Il avait une petite antenne et une lumière rouge clignotante. Il semblait inoffensif, comme un humidificateur haut de gamme, mais Elena savait qu'il contenait la mort. Elle devait dire à Johnny qu'elle l'avait vu. Elle devait lui dire le plan. Elle a regardé Johnny. Il regardait ses mains. Elena s'est raclé la gorge doucement. « Monsieur Thorne, voudriez-vous du café aussi? » Johnny a levé les yeux, ses yeux fixés sur les siens. Elena tenait le stylo dans sa main droite, mais sa main gauche pendue à son côté a bougé encore. C'était risqué. Kincaid était assis juste là, mais Kincaid était arrogant. Il regardait la carte des vins, la renvoyant. Elle a signé rapidement, utilisant l'épellation digitale près de sa cuisse. C-A-F-E-D-R-O-G-U-E. Elle a attendu. A-t-il compris? La police voulait droguer Kincaid. Les yeux de Johnny se sont légèrement élargis. Il a donné un secouement de tête microscopique. Non. Sa main reposant sur la nappe a tapoté un rythme. Puis il a bougé son index en cercle. S-E-N-S-E-U-R. Il a pointé avec ses yeux vers le cylindre sur le sol. R-O-X-I-M-I-T-E. Elena a senti un frisson. Ce n'était pas juste un interrupteur d'homme mort. Il avait un capteur de proximité. Si Kincaid s'évanouissait et s'affaissait, ou s'il était éloigné de la cartouche, cela détonnerait. Si la police le traînait dehors, cela détonnerait. Johnny a continué à signer ses mouvements saccadés. C-O-D-S-E-U-L-E-M-E-N-T. Il voulait dire qu'il y avait un code pour le désarmer. Seul un code l'arrêterait. « Je prendrai l'espresso », Johnny a dit à voix haute, sa voix se brisant. « Double espresso », Elena a répété. « Tout de suite. »« Et dites à votre gérant, » Kincaid a ajouté, ses yeux se rétrécissant, « que si je le vois passer devant cette table une fois de plus, je ferai une scène. Je n'aime pas être regardé. » Il s'assure juste que tout est parfait, monsieur. Elena a dit « c'est parfait ». Kincaid a souri. C'est la fin d'une ère. Elena et c'est parti, son esprit s'emballant. Le plan de drogue ne fonctionnerait pas. Si Kincaid s'évanouissait, le moniteur de fréquence cardiaque pourrait se déclencher ou le capteur de proximité pourrait se déclencher s'il s'affaissait de la mauvaise manière. Ils avaient besoin du code. Elle a fait éruption dans la cuisine. L'équipe tactique avait grandi. Il y avait 3 hommes maintenant, tous en équipement lourd, penchés sur des plans du restaurant. Arthur était assis sur une caisse de citron, ayant l'air d'être sur le point de s'évanouir. Il a un capteur de proximité, Elena a lâché, et un moniteur de fréquence cardiaque à son poignet. La cartouche est à ses pieds. Si vous le droguez et qu'il tombe, ou si vous le séparez de la cartouche, cela se déclenche. L'officier principal, dont le badge lisait Miller, a juré entre ses dents. Cela complique les choses. Nous ne pouvons pas le sniper. Nous ne pouvons pas le droguer. Nous ne pouvons pas l'attraper. Johnny a dit qu'il y a un code. Elena a dit qu'il a signé code seulement. Vous a-t-il dit le code? Non, il ne le sait pas, Kincaid là. Miller a passé une main dans ses cheveux. D'accord, nous devons faire en sorte que Kincaid entre ce code où nous devons pirater le signal. Mais pour le pirater, nous devons rapprocher un récepteur de cette cartouche comme à moins de 3 pieds. Je peux le faire. Elena a dit immédiatement. Non, Arthur s'est levé. Elena, absolument pas. Vous êtes une serveuse, pas une espionne. Je suis la seule qui laisse près de la table, Arthur. Elena a argumenté. Si vous envoyez un gars en uniforme de commis débarrasseur qui ressemble à un flic, Kincaid saura. Il est intelligent. Il lit la pièce. Miller a regardé Elena. Elle a raison. Il a profilé le personnel.
Il connaît son visage. Un changement maintenant serait un déclencheur. Il a fouillé dans une mallette métallique et a sorti un appareil qui ressemblait à une carte de crédit épaisse. C'est un cloneur de fréquence localisé, Miller a expliqué. Si vous pouvez obtenir cela à moins de 2 pieds de cette cartouche pendant 10 secondes, il peut copier le signal de désarmement quand et s'il l'entre. Ou il peut brouiller le signal du déclencheur pendant une fraction de seconde, nous donnant une fenêtre pour tirer. 10 secondes, Elena a répété. 2 pieds. Pouvez-vous le faire? Elena a pensé au cylindre aux pieds de Kincaid. Il était sous la table. Pour obtenir un appareil si proche, elle devrait être pratiquement sous la table elle-même. Je dois laisser tomber quelque chose, Elena a dit, pensant à voix haute. Si je laisse tomber une fourchette, je dois me pencher pour la ramasser. C'est risqué, Miller a dit. S'il vous voit planter un appareil, je ne le planterai pas. Elena a dit, je le porterai. Scotchez-le à ma cheville. Quand je me pencherai, ma cheville sera à côté de la cartouche. Miller a eu l'air impressionné. Cela pourrait fonctionner. Arthur secouait la tête. Elena, pensez à Mia. Si cela tourne mal, Arthur, Elena a dit doucement. Mia meurt de toute façon. Le vent portera ce virus directement à son école. Elle a regardé Miller. Scotchez-le sur moi. 10 minutes plus tard, Elena retournait à la table 4. Le restaurant était presque vide maintenant. La police avait silencieusement évacué les autres convives un par un, utilisant l'excuse d'une fuite de gaz dans la cuisine. Seul un autre couple restait à l'extrémité de la pièce, et ils étaient en fait des officiers infiltrés se faisant passer pour des civils. Le silence dans la pièce était lourd. La pluie fouettait les fenêtres, créant un battement rythmique qui masquait le son du propre battement de cœur d'Elena tonnant dans ses oreilles. Elle avait le cloneur de fréquence scotché à l'intérieur de sa cheville gauche, dissimulé par son pantalon noir. Elle portait un plateau avec le café et le soufflé. L'odeur du chocolat la rendait habituellement heureuse. Ce soir, cela sentait les funérailles. « Votre dessert, messieurs », Elena a dit, posant le plateau sur une desserte. Kincaid n'a pas levé les yeux. Il regardait Johnny. « Le temps est écoulé, Johnny. » Kincaid a dit doucement. « Le transfert maintenant. » Johnny tremblait. Il a sorti une tablette mince de la poche de sa veste. « Sileuse, s'il vous plaît. Il y a des milliers d'employés. Si je vous transfère les clés de chiffrement, la société s'effondre. L'action tombe à zéro. Épargne, pension, toute partie. Et si vous ne le faites pas, Kincaid a fait un geste vers le sol. La population de Chicago tombe à zéro. C'est un simple problème de trolley, Johnny. Tuer la société ou tuer la ville. Johnny a regardé Elena. Ses yeux étaient suppliants. Elena a avancé pour placer la tasse de café. Elle devait se rendre au sol. Elle avait besoin d'une excuse. Elle a placé le café devant Kincaid. Puis, alors qu'elle se tournait pour servir Johnny, elle a fait son mouvement. Elle a accroché le bord de son plateau à l'arrière de la chaise de Johnny. C'était un faux pas calculé. Une cuillère en argent a teinté du plateau et est tombée en rebondissant sur le tapis et glissant directement sous la table, venant se reposer à quelques centimètres de la chaussure de Kincaid et de la cartouche. « Oh, je suis si maladroite aujourd'hui. » Elena a haleté, rougissant. « Je suis tellement désolé, monsieur. »« Laissez-la. » Kincaid a claqué. « Je ne peux pas, monsieur. C'est un danger. » Elena a dit déjà, s'accroupissant. « J'ai dit laissez-la. » La voix de Kincaid était un claquement de fouet. Il a bougé sa main vers la poche de sa veste. Elena a figé en demi-accroupie. Elle regardait droit la cartouche. Elle était élégante, terriblement moderne. La lumière rouge clignotait. Clignotement, clignotement, clignotement. Elle était assez proche. Elle avait juste besoin de 10 secondes. J'insiste, politique de l'entreprise. Elena a dit, sa voix tremblante. Elle est restée en bas, faisant semblant de chercher la cuillère dans la lumière tamisée sous la table. Elle a déplacé sa jambe gauche, rapprochant sa cheville à quelques centimètres de l'appareil. Un Mississippi, 2 Mississippi.
Levez-vous, Conquête a sifflé. Il a donné un coup de pied avec sa chaussure, frappant fort l'épaule d'Elena. La douleur a traversé son bras, mais elle ne s'est pas éloignée. Elle est tombée sur ses mains et ses genoux, gardant sa cheville en place. « Je l'ai trouvé !» elle a crié, attrapant la cuillère. « 4 Mississippi. » « Oh, fille Mississippi, si vous ne vous levez pas dans une seconde, je vous tirerai dessus juste ici. » Conquête a dit. Il a sorti un pistolet de sa veste. C'était une escalade chaotique. Il avait une arme aussi. Bien sûr qu'il l'avait. « Silas ne fait pas ça, » Johnny a crié. « Elle est juste une serveuse. Elle ne sait rien. » Johnny s'est levé, faisant grincer sa chaise bruyamment contre le sol. « Asseyez-vous. » Conquête a rugi, balançant l'arme vers Johnny. Elena a utilisé la distraction. Elle est restée au sol pendant 2 secondes de plus. 7-8. Elle avait besoin de 10. « Je suis debout. Je suis debout. » Elena a dit, se levant précipitamment. Elle a tenu la cuillère en l'air comme une offrande de paix. Alors qu'elle se levait, elle a senti une vibration contre sa cheville. L'appareil que Miller lui avait donné a bourdonné 2 fois. Succès! Il avait cloné le signal. Elle a reculé, serrant la cuillère sale. Conquête respirait lourdement, l'âme braquée sur la poitrine de Johnny. « Vous testez ma patience. » Conquête a craché. « Asseyez-vous, Johnny. » « Et vous? » Il a regardé Elena avec des yeux froids et morts. « Sortez. Si je vous revois, vous mourrez en premier. »« Oui, monsieur. Je pars. » Elena a reculé, ne se tournant que lorsqu'elle était à mi-chemin de la pièce. Elle a marché aussi vite qu'elle le pouvait sans courir. Elle a fait irruption dans la cuisine et est pratiquement tombée dans les bras de Miller. « L'avez-vous eu? » Miller a demandé, saisissant ses épaules. « Cela a bourdonné. » Elena a haleté, frottant son épaule meurtrie. « Il m'a donné un coup de pied. Il a une arme aussi, un pistolet. » Miller a arraché l'appareil de sa cheville et l'a branché à un ordinateur portable installé sur la table de préparation. Des lignes de code défilaient sur l'écran. « Nous avons le handshake », Miller a dit, ses yeux scannant les données. « Nous avons la fréquence. »« Mais zut, quoi ?» Arthur a demandé. « C'est un code tournant », Miller a dit, frappant son poing sur la table. « Nous avons cloné la connexion, mais nous ne pouvons pas générer le code de désarmement. Nous ne pouvons que brouiller le déclencheur. Si nous activons ce là, nous pouvons bloquer le signal de son moniteur cardiaque à la bombe pendant peut-être 5 secondes avant que la bombe ne réalise qu'elle a perdu la connexion et autodétourne. « 5 secondes? » Elena a demandé. « 5 secondes? » Miller a confirmé. « C'est notre fenêtre. Nous brouillons le signal, le lien se rompt, et dans ces 5 secondes, nous devons lui mettre une balle dans la tête et sécuriser la cartouche. Mais il tient une arme sur Johnny maintenant. » Elena a dit, « Si vous faites irruption, il tirera sur Johnny avant que vous ne puissiez lui tirer dessus. » « Nous avons des snipers, » Miller a dit. Mais Conquête est intelligent. Il est assis dans le coin. Aucune ligne de vue claire depuis les fenêtres. Il y avait un silence dans la cuisine. Les options s'épuisaient. « Je peux le faire bouger, » Elena a dit doucement. Miller l'a regardé. « Non, vous avez fait assez. C'est trop dangereux. » Il a besoin de bouger sa tête de 3 pouces vers la droite. Elena a dit, visualisant la table. S'il se penche, le sniper sur le toit nord peut le voir bien. Techniquement, oui. Mais pourquoi se pencherait-il? Parce que, Elena a dit, sa voix durcissant. Je vais lui donner une raison de le faire. Elle a regardé le plateau de café qu'elle avait laissé derrière dans la cuisine, la cafetière supplémentaire. Il a demandé l'addition, Elena a dit. Je dois lui apporter la note. Elena, Arthur a dit, les larmes aux yeux. Il a dit qu'il vous tuerait. Il ne me tuera pas si j'ai ce qu'il veut, Elena a dit. Elle a attrapé un porte-addition en cuir. Johnny traîne sur le transfert. Conquête devient désespéré. Il veut de l'argent. Il veut gagner. Elle a regardé Miller. Quand je laisserai tomber l'addition, soyez prêts. Quand il se penchera pour la regarder, c'est à ce moment-là que vous brouillez le signal.
Miller a regardé la jeune serveuse. Il a vu une résolution qui correspondait à n'importe quel soldat qu'il avait jamais commandé. « D'accord, » Miller a dit. « 5 secondes. À vos marques. » Elena a pris une profonde respiration. Elle a lissé son tablier. Elle a pensé à Mia une dernière fois. Elle est retournée dehors dans la salle à manger. Cette fois, elle n'a pas marché comme une servante. Elle a marché comme une guerrière. Concaid l'a vu venir. Il a levé l'arme. « Je vous ai dit de la sortir. Vous avez oublié la note. » Elena a dit fort, sa voix résonnant dans le restaurant silencieux. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a marché droit jusqu'au bord de la cloison en velours. L'addition Concaid a semblé confus. « Êtes-vous fou? » Le se racle la gorge. « Transfert est fait, n'est-ce pas? » Elena a regardé Johnny. Johnny l'a regardé confus. Mais il a joué le jeu. « Oui, je l'ai envoyé. »« Alors payez la note et partez, » Elena a dit, claquant le porte-document en cuir sur la table. Il a atterri durement, glissant sur le tissu et s'arrêtant juste devant Concaid. Concaid a regardé le dossier. Il ne pouvait pas s'en empêcher. C'était la nature humaine. Quand quelque chose est mis devant vous, vous regardez. Il s'est penché en avant juste légèrement pour ouvrir le dossier d'un geste de sa main gauche, gardant l'arme dans sa droite braquée sur Johnny. « Maintenant » Elena a crié, tombant au sol. Miller a frappé le brouilleur. Maintenant, le cri d'Elena semblait déchirer l'air même du restaurant. Elle est tombée au sol, se recroquevillant en boule, ses mains couvrant instinctivement sa tête. Le son de la balle de fusil à haute vitesse frappant la fenêtre en verre renforcé n'était pas un fracas. C'était un bruit sourd, comme un livre lourd étant claqué sur une table, suivi instantanément par un sifflement aigu. Le sniper perché sur le toit du bâtiment d'assurance adjacent avait chronométré le tir parfaitement entre les grosses gouttes de pluie. Silas Kincaid n'a jamais entendu de tir. La balle a traversé le verre trempé, le fracturant en une toile d'araignée d'1 million de diamants, et l'a frappé à l'épaule droite, le faisant tourner violemment. L'impact était conçu pour incapaciter pour sectionner le faisceau nerveux qui contrôlait le bras tenant le détonateur. Mais Concaid était un homme de pure volonté haineuse, alors que son corps était projeté en arrière par l'énergie cinétique, son doigt a pressé réflexivement ou intentionnellement la gâchette du pistolet. Bang! Le son du pistolet était assourdissant dans l'espace clos. La balle est partie de travers, s'enfouissant dans la luxueuse banquette en velours à quelques centimètres de l'oreille de Johnny. Le plâtre et la poussière ont explosé du mur. 3. Johnny Thorne n'a pas crié. Il s'est précipité en arrière, tombant de la banquette et sur le sol, emmêlant ses jambes dans la nappe. Il a traîné la porcelaine, le cristal et le vin cher avec lui. La bouteille de Château Lourd s'est brisée, pulvérisant du liquide rouge sur le sol blanc comme du sang artériel. « Allez, allez, allez !» La voix de Miller a rugi à travers les portes de la cuisine. Les portes de la cuisine se sont ouvertes en claquant. L'équipe tactique n'a pas couru. Ils ont flué. C'était une vague d'armure noire et de fusils nivelés. Ils se sont déplacés avec une vitesse qui défiait l'œil humain. 4. Concaid a touché le sol. Il haletait, le sang coulant de son épaule. Ses yeux étaient grands, fixant le plafond. Le moniteur de fréquence cardiaque à son poignet hurlait un son aigu continu indiquant un trauma. Bip, 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 bip. L'appareil à la cheville d'Elena du brouilleur fredonnait. Il envoyait un faux rythme normal à la cartouche sous la table, mais la batterie sur le brouilleur était brûlante contre sa peau. Mahler avait dit 5 secondes. Le brouilleur combattait un chiffrement roulant. Il glissait. 5. Sécuriser le colis. Miller a crié, plongeant non pas pour le tireur, mais pour la cartouche. 2 agents en tenue hazmat qui avaient attendu dans l'ombre du couloir de service ont sprinté devant Elena. Ils portaient un épais sac de confinement doublé de plomb. Miller a glissé sur le sol, attrapant la cartouche. La lumière rouge dessus ne clignotait plus. Se racle la gorge. C'était un jaune solide.
Il s'arme. Miller a crié. Le brouilleur est en panne. Mettez-le dans ce sac maintenant. Il a poussé le cylindre dans la bouche ouverte du sac de confinement. L'agent Hazmat a claqué le joint fermé et a tordu le mécanisme de verrouillage juste au moment où l'appareil a poussé un long cri électronique perçant à l'intérieur du sac. Bruit sourd étouffé. Le sac a sauté dans les mains des agents. Un petit bruit sec et sourd a résonné de l'intérieur des couches de Kevlar et de plomb. La cartouche avait déclenché son mécanisme de libération. Le virus avait été déployé, mais il était piégé. Le sac a tenu. Le silence est revenu dans la pièce plus lourd qu'avant. Elena était allongée sur le tapis, tremblant. Elle ne pouvait pas respirer. Elle a regardé les bottes noires de l'équipe SWAT l'entourant. « Cible abattue !» quelqu'un a crié. « Le suspect est neutralisé. »« R médical. Nous avons besoin de personnel médical. » Kincaid gémissait, son visage pâle. Un agent a donné un coup de pied au pistolet de sa main et a attaché son bon bras à sa ceinture avec un serre-câble. Johnny était assis au milieu du verre brisé et du vin renversé, fixant ses mains. Il ressemblait à un enfant qui s'était réveillé dans un cauchemar. Miller s'est dirigé vers Elena. Il s'est penché et l'a relevée. Son visage était couvert de sueur. « Vous l'avez fait. » Miller a respiré sa voix rauque. « Vous avez sauvé la ville. » Elena l'a regardé, ses yeux flous. Puis elle a regardé le sac de confinement, qui était maintenant soigneusement placé dans une boîte de transport métallique. « C'est ça? C'est fini? » Elle a chuchoté. « Le virus est contenu, » Miller a dit. « Il s'est déclenché à l'intérieur du sac. Si vous ne l'aviez pas brouillé pendant ces 5 secondes, il aurait été dans l'air avant même que nous n'ayons franchi la porte. » Les genoux d'Elena ont flanché. Miller l'a attrapé. « Médecin! » Miller a crié. « Vérifiez-la. » Choc. Alors que les ambulanciers se précipitaient, grouillant sur Johnny et Kincaid, Elena a vu Johnny lever les yeux. Son visage était éclaboussé de vin et de poussière de verre. Il a regardé à travers la pièce, à travers les jambes des officiers et a creusé les yeux avec elle. Il n'a pas parlé. Il a lentement levé sa main à sa poitrine. Il a tapoté son cœur 2 fois, puis a pointé vers elle. « Merci. » Elena a réussi un faible hochement de tête avant que l'obscurité au bord de sa vision ne prenne le dessus, et elle s'est laissée évanouir. Les 48 heures suivantes ont été un flou de lumière clignotante, de pièces stériles, et de voix posant les mêmes questions encore et encore. Elena a été emmenée dans une aile d'hôpital privé, non pas parce qu'elle était blessée, mais parce qu'elle était un témoin d'un événement terroriste classifié. Elle a été débriefée par le FBI, le DHS et le CPD. Ils l'ont interrogée sur chaque geste, chaque signe, chaque nuance du comportement de Kincaid. Elle a appris la vérité. Le 2e jour, l'agent Miller s'est assis près de son lit, tenant une tasse de café tiède de distributeur automatique. Il avait l'air épuisé. Qui était-il? Elena a demandé, tirant sur la couverture d'hôpital. Silas Kincaid, Miller a dit, frottant ses yeux. Il n'était pas un terroriste. Pas dans le sens traditionnel. Il était le mentor de Thorne. Les yeux d'Elena se sont écarquillés. Son mentor. Il y a 20 ans, Kincaid et Thorne ont démarré Thor Data Systems ensemble. Kincaid était le génie derrière le code. Thorne était le visage. Mais Kincaid est devenu cupide. Il voulait vendre leurs données d'utilisateurs à des gouvernements étrangers. Thorne l'a découvert et l'a forcé à quitter l'entreprise. Kincaid a tout perdu. Ses actions, sa réputation, sa famille. Miller a pris une gorgée de café. Il a passé 10 ans à planifier ce dîner. Il a construit une bioarme qui cible un marqueur génétique spécifique. Le vôtre, le mien, celui de tout le monde. C'était une souche de grippe modifiée, hautement létale. Il ne voulait pas d'argent. Elena, le transfert que Johnny faisait. Ce n'était pas de l'argent. Qu'était-ce? C'était le code source du nouveau projet d'IA de Thor. Kincaid voulait détruire l'héritage de Johnny avant de le tuer. Il voulait voler le futur. Elena a frissonné et la langue des signes.
Johnny a appris l'ASL il y a des années. Mueller a dit que sa nièce est sourde. Il soutient une fondation massive pour les déficiences auditives. Kincaid ne savait pas cela. Il pensait que Johnny était juste en train de gigoter. Cette négligence a sauvé la vie de tout le monde. Mueller s'est levé. Vous êtes une héroïne, Elena. Le maire veut vous donner une clé de la ville. Les chaînes d'information campent à l'extérieur de l'hôpital, mais il y a quelqu'un d'autre qui veut vous voir en premier. La porte s'est ouverte. Johnny Thorne est entré. Il avait de l'air différent. L'arrogance du milliardaire était partie. Il portait un simple sweat à capuche et un jean. Il avait un bandage sur sa joue où un éclat de verre l'avait effleuré. Se racle la gorge. Miller a fait un signe de tête à Johnny et a quitté la pièce, fermant la porte doucement. Johnny s'est tenu au pied du lit. Pendant longtemps, il n'a pas parlé. Il l'a juste regardé avec une intensité qui a fait rougir Elena. Puis il a commencé à signer, se racle la gorge. Je suis désolé. Elena a signé en retour ses mouvements, fluides et naturels. Vous n'avez pas à l'être. Vous étiez la victime. Johnny a secoué la tête. Je vous ai mis en danger. J'ai vu que vous compreniez mes signes. Et au lieu de vous dire de courir, je vous ai utilisé. Je vous ai fait mon complice. Je vous ai fait risquer votre vie. J'ai choisi de rester. Hélène a signé. J'ai une sœur. Mia, si ce virus s'était échappé, elle aurait été blessée. Je l'ai faite pour elle. Johnny s'est arrêté. Il a marché jusqu'au côté du lit et s'est assis dans la chaise. Il a parlé à voix haute, cette fois sa voix rauque. Parlez-moi de Mia. Et ainsi, dans le calme de la chambre d'hôpital, Elena a raconté au milliardaire sa vie. Elle lui a parlé de la lutte pour payer le loyer, le coût de la thérapie vocale, les vieux implants cochléaires qui continuaient de se casser la peur que Mia prenne du retard à l'école parce qu'il ne pouvait pas se permettre les tuteurs privés dont elle avait besoin. Johnny a écouté. Il n'a pas vérifié son téléphone. Il n'a pas regardé sa montre. Il a écouté chaque mot. Vous avez sauvé ma vie, Elena. Johnny a dit doucement. Et vous avez sauvé mon âme d'une certaine manière. Assis à cette table en attendant de mourir. J'ai réalisé tout mon argent, tout mon code. Cela ne pouvait pas m'acheter 5 secondes de vie de plus. Mais vous m'avez acheté ces secondes. Il a fouillé dans sa poche et a sorti un chéquier. Elena s'est raidie. Je ne veux pas de votre argent, Monsieur Thorne. Je ne l'ai pas fait pour un pourboire. Johnny a souri un sourire sincère et fatigué. Je sais. C'est pourquoi vous le méritez. Il a écrit quelque chose et arraché le chèque et l'a placé sur la table de chevet face cachée. Ce n'est pas un pourboire, Johnny a dit. C'est une provision. Une provision. Je démarre une nouvelle division dans mon entreprise, Johnny a dit. Technologie d'accessibilité. Nous allons construire la prochaine génération d'aides auditives, d'implants et de logiciels de traduction. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la lutte. Quelqu'un qui peut me dire quand mes ingénieurs sont des idiots. Quelqu'un qui remarque les choses que personne d'autre ne voit. Il s'est levé. Je veux que vous dirigiez le département de liaison. Vous et Mia. Elena a regardé le chèque. Elle l'a retourné. Le montant écrit sur le papier n'était pas un salaire. C'était un nombre avec 6 zéros. C'est une avance, Johnny a dit. Pour l'éducation de Mia et pour votre nouvelle vie, il a marché vers la porte. Prenez votre temps. Guérissez-vous. Le travail vous attend quand vous serez prête. Il s'est arrêté à la porte et a signé une dernière chose. Brave. Puis il est parti. 6 mois plus tard, le gala a eu lieu dans la même pièce où le cauchemar avait eu lieu. La salle d'obsidienne avait été remodelée. Le velours sombre était parti, remplacé par du verre lumineux et aéré et du bois clair. Ce n'était plus un lieu d'ombre. Elena se tenait sur la scène portant une robe vert émeraude. Elle a regardé la mer de visage, les géants de la technologie d'élite de Chicago, les politiciens. Au premier rang, assise à côté de Johnny Thorne, était une fille de 10 ans aux yeux brillants et un tout nouveau processeur cochléaire à la pointe de la technologie derrière son oreille. Mia a salué Elena. Elena a salué en retour,
son cœur gonflant tellement elle a pensé qu'il pourrait éclater. Mesdames et messieurs, la voix de Johnny a retenti des haut-parleurs. Nous pensons souvent à la communication comme des mots, comme des données, comme du bruit. Mais les messages les plus importants sont souvent ceux qui ne sont jamais prononcés. Il s'est tourné pour regarder Elena. Il y a 6 mois, cette femme a entendu un appel à l'aide que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle a vu une arme où d'autres ne voyaient rien. Elle m'a rappelé qu'être puissant ne signifie pas être bruyant. Cela signifie être conscient. La foule a applaudi. Elena s'est avancée vers le microphone. Elle n'a pas parlé au début. Elle a levé ses mains. À la surprise du public, elle a commencé à signer. Un écran massif derrière elle a traduit ses mouvements en texte en temps réel, technologie développée par la nouvelle division qu'elle aidait maintenant à diriger. Nous vivons dans un monde bruyant. L'écran lisait alors que ses mains bougeaient gracieusement. Nous sommes si occupés à crier pour être entendus que nous oublions d'écouter avec nos yeux. Nous oublions de regarder les gens servant notre café, nettoyant nos rues ou assis tranquillement dans le coin. Elle a regardé Mia. Ma sœur m'a appris que le silence n'est pas vide. Il est plein d'informations. Il est plein de vérité. Et parfois, elle a regardé Johnny qui rayonnait de fierté. Parfois, le silence est la seule chose qui peut nous sauver. La pièce a éclaté en une ovation debout. Ce n'était pas des applaudissements polis, c'était un rugissement. Elena est descendue de la scène et a étreint sa sœur. Johnny les a rejoints, posant une main sur l'épaule de Mia. Les 3 d'entre eux se tenaient là, une famille improbable forgée dans le feu d'une terrifiante nuit de mardi. Le cauchemar était fini, mais l'histoire d'Elena ne faisait que commencer. Elle n'était plus juste une serveuse. Elle n'était plus juste une survivante. Elle était la voix pour ceux qui ne pouvaient pas parler et les yeux pour ceux qui refusaient de voir. Et quant à la salle d'Obsidienne, ils disent que si vous y allez maintenant un mardi pluvieux, le service est impeccable. Mais si vous regardez attentivement à la nouvelle fenêtre en verre dans le tout coin, il y a une minuscule inscription gravée dans le verre, à peine visible à moins que la lumière ne la frappe juste bien. C'est une forme de main. Au secours. Un rappel que les héros ne portent pas de capes, ils portent des tabliers. Et parfois, ils ne disent pas un mot. Quel incroyable voyage! D'une terrifiante situation d'otage dans un restaurant en hauteur à une mission de sauvetage palpitante, l'histoire d'Elena prouve que le courage vient sous de nombreuses formes. Ce n'était pas la force brute qui a sauvé la journée. C'était l'empathie, la conscience et le beau langage du silence. Le lien de Johnny et Elena, forgé dans le trauma et fleuri en une force pour le bien, changeant non seulement leur vie, mais les vies d'innombrables autres comme Mia. Si cette histoire vous a tenu sur le bord de votre siège, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à créer plus de contenu palpitant pour vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Défiez-les de repérer les signes dans leur propre vie. Vous ne savez jamais quand être observateur pourrait sauver une vie. Et le plus important, abonnez-vous et sonnez la cloche. Nous avons plus de drames incroyables fidèles à la vie venant à vous chaque semaine. Faites-nous savoir dans les commentaires. Connaissez-vous une langue des signes? Qu'auriez-vous fait dans les chaussures d'Elena? Merci d'avoir regardé, lu et souvenez-vous, écoutez avec vos yeux.